C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein même du sérail, au sein même de l'appareil politique gouvernant, il y a des acteurs prééminents au plan politique qui n'arrivent plus, en fait, qui insupportent des ordres qui leur sont donnés par quelqu'un qui est moins gradé politiquement qu'eux. C'est-à-dire que si vous prenez le cas, moi je suis dans l'analyse, si vous prenez le cas du ministre d'État EGPR, qui conduit par exemple les concertations stratégiques aujourd'hui pour la candidature du président Paul Biya, n'est-ce pas? Il y en a des membres du gouvernement, et je ne vais pas les citer ici, mais tout le monde, en fait, ceux qui ont un peu le nez partout, connaissent ces gens-là, qui ont même déjà été reçus, certains qui ont même parlé à RFI, qui disent sous cap, très clairement, qu'il le fait en qualité de quoi et de qui? Il n'est ni membre du comité central. On ne sait même pas s'il est militant. De temps en temps, on le voit arborer un chapeau, de temps en temps, une écharpe. Mais est-ce que c'est cela qui confère une certaine stature politique pour être gradé politiquement et leur parler du point de vue militant pour leur donner des consignes? Donc, ça leur insupporte, n'est-ce pas? Et ils commencent donc à s'agiter, à s'interroger et en arrivent même à commencer à se poser un certain nombre de questionnements quant à leur avenir politique. Et surtout que cela arrive à un moment où il y a justement des alliances qui leur ont permis d'asseoir ce système, qui sont en train de s'effriter. Voyez-vous, c'est pour cela que je pense, et je suis d'accord avec Hilaire, qu'il y a une frilosité politique qui fait qu'aujourd'hui, si elle persiste, on risque d'avoir d'autres démissions en cascade, mais également non seulement des démissions en cascade, mais également un effritement institutionnel qui risque de continuer à la suite de ces postures différentes qu'on vient d'avoir entre ces deux membres du gouvernement. C'est-à-dire que l'un, effectivement, qui, comme l'a si bien expliqué Hilaire, qui s'exprime au nom de l'État, au nom du gouvernement, et l'autre qui arrive presque en cascade, en sapeur-pompier, pour dire non, voici ce que dit le parti. Mais je vous ai rappelé dans mon prologue tout à l'heure qu'au fort des itinéraires des deux, il est plus clair que si moi, il m'était donné de me prononcer de façon sentencieuse sur quelle posture je devrais m'accrocher pour fonder mon analyse en perspective à une éventuelle candidature du président, je m'appuierais sans hésiter sur la posture du ministre Sadi, qui lui a une trajectoire plus, je dirais, plus épaisse avec le président de la République que d'autres dont on connaît et qui sont contestés dans leur propre région d'origine aujourd'hui, c'est clair. Surtout que le président Paul Biya lui-même n'a pas tranché, je serai candidat. Il a dit, vous le saurez le moment venu, si je rentre au village ou si je me représente. D'État parti au Cameroun qui ne dit pas son nom, où toutes les grandes lignes sont définies par le RDPC, tous les grands postes stratégiques sont occupés par le RDPC, du moins sur le parti État. Elias Dipan le disait hier ici que aller à l'élection contre le président Biya, c'est aller à une élection contre toute l'administration camerounaise, ou presque, du moins tous les tenants. C'est contre l'administration territoriale, préfet, sous-préfet du RDPC. C'est contre l'administration à tous les niveaux, tous les étages de la société. Donc, c'est un peu ça. Ce qui s'est passé hier entre le porte-parole du parti au pouvoir et le porte-parole du gouvernement, c'est là la question. Et ce n'est pas la première fois. Le professeur Jean Famdongo a à des moments fait des sorties qui était carrément, qui brouillait la frontière entre ses prérogatives de porte-parole du parti et de ceux de l'homme d'État. N'oublions pas que Jean Famdongo est un homme qui pèse assez lourd. Il n'est pas que ministre, membre du gouvernement, il est membre du bureau politique du RDPC, il est ministre d'État. Et à ce niveau-là, il faut être assez outillé sur des questions administratives et politiques pour comprendre exactement à quelle ligne se situe-t-il dans une sortie publique. Est-ce qu'il parle en tant que cadre supérieur du parti au pouvoir? Est-ce qu'il parle en homme d'État? Là est toute la question. Donc, cette posture de Famdongo peut donc brouiller les cartes. Vous avez donc de l'autre côté René Magin-Sadi, qui lui est resté purement dans la continuité administrative et dans ce qu'il sait bien faire le plus, justement, gérer sa carrière de haut fonctionnaire qu'il est. La sortie hier sur RFI du ministre Sadi était celle du porte-parole du gouvernement, nuancée, qui, même si subtilement, c'était
ce que Famdongo a dit, c'est-à-dire qu'en fait, rien de nouveau ne va se passer, mais avec des subtilités, parce que en tant que ministre de la République, il n'est pas allé dans cette ligne de franchise politique toute absolue en disant bien ou rien. Non, il a nuancé en tant que membre du gouvernement, donc d'un système d'arbitrage républicain. Donc il s'est positionné en homme de la République, en homme d'État. Donc voilà, c'était son positionnement en homme d'État. Pour dire, le moment venu, lorsqu'il y aura des joutes politiques, les états-majors vont entrer en scène. Sauf que là, on aurait pu laisser passer une semaine, mais non, rapidement, rattrapé par l'état-major du parti au pouvoir, donc il est l'un des grands cadres depuis toujours, lui qui était un cadre de l'UNC et du RDPC, rapidement, le même jour. Le problème ici n'est pas la sortie du ministre Famdongo. Le ministre Famdongo aurait fait une sortie 3-4 jours après, que ça aurait eu moins d'intensité. En fait, ça aurait été une communication purement centrée sur l'homme Biya, candidat naturel du RDPC, puisque même le ministre l'a dit. Si je vous invite à écouter l'intégralité, parce que ce n'est qu'un bout qu'on a eu sur RFI. Sur le site internet, il y a l'interview, elle est plus longue, elle est intégrale. Les deux ont dit la même chose, mais sauf que la résonance du bout de René Sadé a mené à inviter à la spéculation. Biya sera candidat ou pas. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai un raisonnement de fond sur la question. Le raisonnement de fond n'est pas sur les mots qui ont été utilisés par le ministre Famdongo. Non, c'est pas ça. Le raisonnement de fond, c'est parfois le feu. D'où est parti le feu? Eh bien, n'oubliez pas que quelqu'un a dit quelque chose et on ne lui a jamais répondu. Dans ce pays où le ministre Famdongo et son collègue du gouvernement, Sébastien Bégaona, sont prompts à réagir. Le ministre Chiroma, lorsqu'il sort du gouvernement, il dit que cette élection présidentielle pourrait se tenir pour la première fois sans le président en exercice. Aucune réponse n'est venue du côté du parti au pouvoir. Personne ne lui a répondu. Et quand le ministre Sadi vient dire à 50%, on dit attends, ça fait un peu trop là quand même. Il faut rassurer le lectorat, il faut rassurer nos partisans parce que ce que l'allié dit. Mais le professeur Jacques Famdongo avait déjà fait une sortie, notamment dans les colonnes de Cameroun Tribune, à la suite, bien sûr, de la déclaration du ministre Chiroma. Et dans la ligne dure du RDPC, le candidat du RDPC, Paul Biya, c'est ce que ça dit également dans la suite de l'interview sur le quota d'intégralité. Il faut donc rassurer la base militante, il faut rassurer la société, il faut rassurer les partenaires du Cameroun. Le RDPC est droit debout avec son candidat naturel, le président Biya. Docteur David Eboutou, Cyril, lui, c'est un expert de la communication. C'est en cette qualité, notamment, qu'il répondait à cette question. Vous, en tant qu'analyste politique, comment interprétez-vous cette prise de parole contradictoire entre deux ministres, quand même, de premier plan du président Biya? J'ai suivi le biais de Cyril en entrant ici. Je dois avouer que c'est un très bon lecteur politique. Merci. La réalité, c'est que cela trahit une certaine confusion, une certaine frilosité qui habite aujourd'hui les gouvernants de notre pays, les gouvernants RDPC, qui sont dans la confusion du fait du grand silence de l'hégémon, le président de la République, qui n'a rien dit jusqu'alors. Effectivement, ceux qui parlent de spéculation peuvent avoir raison, en ceci que le président s'est terré dans un silence. Il n'a pas fait de consultation. Certains aujourd'hui disent même que ce n'est pas lui l'initiateur des rencontres concertées. En réalité, celles-ci vont dans le sens de lui forcer un peu la main. Parce que n'oublions pas, le RDPC, c'est ma conviction, n'existe que parce que Paul Biya est là. C'est un parti qui volera en éclat quand le président ne sera plus là. Le président est donc la caution garantie de ceux qui parlent au nom du RDPC aujourd'hui, de ceux qui continuent de vivre et d'être à la tête de cet strapontin, simplement parce que le président de la République, président national du RDPC, est là. Et donc, tout ce que l'on voit vient donc simplement conforter le fait que l'agitation institutionnelle en vogue conforte et va dans le sens de nous amener à comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à céder leur strapontin. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à vivre en dehors des avantages immenses que leur offre la République du fait justement d'avoir été portés à certaines fonctions stratégiques par le président de la République, patron du RDPC.
Et c'est ce qui explique donc cette sortie aujourd'hui où on voit l'un qui s'est affirmé depuis longtemps comme une créature d'un individu, le professeur Jacques Famdongo, et de l'autre côté, quelqu'un que l'on connaît plus pondéré, plus modéré, c'est un véritable homme d'État, le ministre Sadi. Et j'ai pu même vous dire qu'à la lumière des différentes trajectoires des deux personnalités, Sadi ou Famdongo, j'ai pu vous dire que la sortie du ministre Sadi est davantage plus, de mon point de vue, plus sage, plus mature, plus cohérente et affirme sa stature d'homme d'État. En ceci que, au-delà des conjectures sur lesquelles on peut se livrer dans l'analyse politique que nous faisons de la candidature ou non du président, bien que l'on sait qu'il sera candidat, il faut quand même émettre quelques réserves. N'oublions pas, au-delà du fait qu'on a voulu nous présenter pendant longtemps, on a voulu construire un mythe de super-homme autour du président de la République, il n'est resté qu'un homme aujourd'hui. Et le président de la République aujourd'hui ne jouit plus de la même vitalité qu'autrefois. Regardez simplement l'état d'incurie généralisé de notre pays aujourd'hui. Regardez ce que ce pays était il y a 20 ans, 25 ans. Regardez les décisions que le président prenait il y a 15 ans, 20 ans, quand il avait la main mise sur la marche de la République. Est-ce qu'on peut vraiment dire que le fonctionnement de l'État aujourd'hui, lorsqu'on voit toutes ces batailles institutionnelles, lorsqu'on voit les décisions qui sont prises, lorsqu'on voit les dysfonctionnements institutionnels que les uns et les autres nous rappellent au quotidien, est-ce qu'on peut vraiment penser qu'il y a une main mise du président qui nous a habitués à une certaine orthodoxie, qu'il est toujours là? Que non. Donc, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que, bien qu'on soit enthousiasmé, en fait, ceux qui sont dans ces partis-là, malgré leur enthousiasme à rêver, à fantasmer sur une candidature du président qui y arrivera certainement, il faut avoir quelques réserves. Parce que nous parlons là d'un homme qui a 93 ans. Je dis bien 93 ans, donc près d'un siècle d'âge. Et donc, le ministre Sadi, qui a, en fait, en comparaison avec son homologue, le ministre Famdongo, qui a le meilleur itinéraire, qui davantage le rapproche de la confiance du président, peut aujourd'hui porter un argumentaire qui pour nous semble mieux crédible sur la scène publique pour nous inviter à une certaine retenue, pas à un enthousiasme qui peut surprendre et qui peut nous conduire dans des dédales qui font qu'on peut sortir d'ici et on voit un breaking news. Parce que nous restons tous des humains. Donc, je ne voudrais pas en dire plus dans ce sens-là, mais je crois effectivement que ceux qui ont compris et qui font un peu de sémiotique autour des discours des acteurs politiques prééminents ont bien compris que la sortie du ministre Sadi était davantage mesurée. Parce que connaissant un peu comment l'État se structure, connaissant un peu l'OMBIA et connaissant un peu celui qui est à la tête de l'État aujourd'hui, qui, qu'on le veuille ou pas, n'est plus en capacité d'avoir la main mise sur toutes les manettes autour de la gestion de l'État aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous connaissez, vous avez suivi les confidences des uns et des autres, ceux qui vont démissionner dans les jours à venir, ceux qui ont démissionné, leurs collaborateurs, qui vous disent très clairement que l'une des frustrations qui amène les uns et les autres à se mettre à l'écart et à partir aujourd'hui, c'est du fait qu'ils ont l'impression que leur alliance avec l'OMBIA, président national du RDPC, est devenue factice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils reçoivent des instructions, il y a comme une collaboration par procuration. Hein? Ça ne passe pas pour et ça ne passe pas parce que le président Biya leur a habitué à un certain modus operandi qui fait qu'ils connaissent un peu ses us, ils connaissent un peu la manière avec laquelle l'homme fonctionne. Mais aujourd'hui, ce n'est plus cela et ils s'en trouvent donc frustrés et se mettent à l'écart parce que ayant mobilisé quelques ressources, quelques sources pour essayer d'amener ces derniers, donc le président de la République, à leur répondre. La réponse n'est pas venue. Aujourd'hui, ils n'ont eu de réponse que voilà, de réaction que de se mettre de côté. Ils ont décidé de partir. Et je sors en 30 secondes. Oui. Moi, j'ai causé avec le ministre d'État Bello Bouba il y a quelques jours, que j'ai rencontré fortuitement. Fortuitement. D'abord, il n'avait pas ses gardes du corps. Ceux qui connaissent le ministre d'État Bello Bouba, il a généralement 2 gardes du corps. Il n'avait pas de garde du corps, il marchait seul. Et j'ai bien remarqué qu'il a fait garer tous ses véhicules de fonction.
Il a fait garer tous ses véhicules foncés. Vous pouvez aller vérifier au ministre du Tourisme et des Loisirs. Jusqu'au sous-sol, donc ceux qui connaissent un peu la structure, jusqu'au sous-sol, il y a son véhicule de fonction principal et les autres sont garés à l'avant-cour. N'est-ce pas? Il marche aujourd'hui seul et il y a comme un calme qui ne dit pas son nom dans ces départements ministériels-là. Et plus loin, on vous dira que ces gars du coin ont même d'ailleurs été affectés. Donc, c'est des signaux, n'est-ce pas, qui confortent en réalité ce que lui-même a dit. Le contenu d'une lettre que l'on peut imaginer en réalité la profondeur, en fait le contenu, le contenant, mais par respect de l'institutionnel prééminente qui lui a fait confiance à cette fonction-là, il préfère que c'est lui qui en dévoile le contenu. Ce cafouillage vous arrange-t-il? Non, on ne peut pas dire ça. Pour la gouverne de notre pays, on ne peut pas accepter qu'un pouvoir, du moins l'exécutif, se décompose de la manière telle que nous l'observons là aujourd'hui. C'est tout à fait regrettable parce que, au-delà du fait qu'on va convoquer le corps électoral sous peu de temps, il n'en demeure pas moins que l'État doit continuer à fonctionner. Et le ministère de la Communication, comme celui de l'enseignement supérieur, ont besoin d'avoir des responsables suffisamment dignes pour animer ce département ministériel. Mais ce que je voudrais dire à l'entame de mes propos, c'est je vais m'interroger sur deux faits. Est-ce qu'un ministre de la Communication peut prendre sur lui tout seul, sans consultation du Premier ministre chef du gouvernement, d'aller accorder une interview au niveau de la presse internationale? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je pense que, donc, certainement, il y a eu des visas, bien sûr, sur les propos que devait tenir René Emmanuel Sadi. Ne serait-ce pas peut-être par les mots, mais au moins sur le corpus tel qu'il doit s'exprimer. La deuxième chose, c'est que le ministre Famé Ndongo, qui le repos, reste par ailleurs membre du gouvernement. Et donc, dans l'instance du RDPC qu'il utilise pour s'exprimer, est-ce que pour autant le ministre Jacques Famé Ndongo a obtenu aussi l'aval, cette fois-là, de la hiérarchie du parti, dont le secrétaire général du comité central, qui en fait est son chef hiérarchique, qui n'est autre personne que Jean Kouété. Et Jean Kouété a-t-il donné le feu vert, sans ne pas se référer à la hiérarchie du parti, également la suprême, qui est donc le président Paul Biya. Vous voyez que des deux côtés, il y a quelqu'un qui joue le rôle. Si l'on s'en tient à ce que le Premier ministre nomme les ministres, et du moins le président de la République nomme les ministres sur proposition du Premier ministre, mais le Premier ministre non plus ne peut pas donner le feu vert sans ne pas se référer au président. Non plus du côté, et c'est ce que justement le problème qui se pose maintenant, parce que là on va visiter la Constitution. C'est pour ça que la Constitution, dans son article 7, alinéa 4, interdit le président de la République d'être président de la République et président national du RDPC. Vous voyez maintenant, quand le législateur l'a écrit, le président de la République est interdit de toute fonction élective autre que d'être président de la République. Maintenant, nous avons le président de la République et en même temps le président national du RDPC. Donc, vous voyez que si l'on s'en réfère aux instances, cela retombe, bien entendu, que c'est le président de la République qui a donné tout à fait les instructions. On ne peut pas agir au niveau gouvernemental sans ne pas passer par le Premier ministre. Le Premier ministre ne peut pas donner le feu vert sans ne pas avoir celui du président. Et en même temps, quand du côté du RDPC, rien ne peut se faire dans ça. Si tel est le cas, ça veut dire que le style du président, l'interprétation, et ce qu'a dit tout à l'heure mon frère et ami Cyril Bojiko par rapport au grand dialogue, là on peut interpréter le style que est-ce que c'est un système, ce que nous appelons en politique un système retors, qui est de nature à laisser les gens avancer et se prendre les pieds dans le tapis pour rebondir. Ça peut être cette expression-là. Donc, c'est ça qui ma première prise de parole, c'est pour dire que je m'interroge par rapport à... Selon vous, Hilaire Zipan, c'est un cafouillage ou alors le signe de malaise au sommet? C'est une subtilité politique qui va relier ce que dit le docteur David Eboutou. Il dit, il est à côté de moi, il dit, quand on voit l'âge du président, quand on connaît sa vivacité il y a quelque temps, quand on connaît son style, on est en droit de se poser la question, comment va-t-il fonctionner, lui qui a été toujours devant la scène et les prises d'opposition ont toujours eu le visage. Maintenant, il n'a plus cette capacité-là. Deuxième chose, lorsqu'on interroge le départ de la plupart des ministres, notamment Issa Tiroma, que je rappelle, nous avons travaillé samedi dernier pendant 6 heures du temps, mais nous n'avons que parlé de l'opposition. On a parlé de la manière, la décrépitude à l'intérieur du gouvernement. Parce que quand il dit, ça fait 7 ans, on n'a pas eu de conseil des ministres, ça l'interroge.
Quand on dit on cherche à voir le président, on n'arrive pas à l'obtenir, ça interroge. Lorsqu'on vous donne des ordres, ça vient par délégation, ça interroge. Et je pense que c'est cette ambiance-là qui montre qu'ils ont dit, bon, il vaut mieux qu'on aille. Parce qu'à cette allure-là, on ne sait pas trop bien ce qui peut se passer. On peut venir vous dire un matin que le président a demandé de faire ceci et personne ne demande où c'est. Et autre chose que je vais ajouter, c'est que si l'on trouve qu'il y a une cacophonie, venant cette fois-là de l'arbitrage du président de la République par délégation du pouvoir aux rencontres de Yaoundé, donc Dr Boutou soulevait tout à l'heure, il n'en demeure pas moins qu'on va s'interroger sur le timing. Le Sud a été déjà reçu. Ça veut dire que certainement le professeur Fam Ndongo, qui connaissait les décisions du Sud, a déjà eu à peu près l'idée de ce que le président se fait par délégation du signature auprès du SGPR vis-à-vis des élites. Mais seulement le centre n'a pas encore été reçu. Donc on peut se poser la question pourquoi le ministre, cette fois-là, et là je m'interroge, sans avoir été déjà en consultation, a préféré l'accord de RFI. Ça aussi on peut s'interroger. Parce qu'en politique, l'homme politique fait la communication, le journaliste fait l'information. Donc vous pouvez me solliciter et je dis, au regard, en l'état actuel des choses, je ne veux pas m'exprimer. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas parler, mais c'est que j'attends des éléments qui me permettent de pouvoir compléter ce que je vais dire. Et donc je pense que là, sur ce point-là, ça veut dire peut-être que le ministre a dû dire les informations qui semblaient devenir du palais. Et là, David le dit très clairement que on n'est pas sûr qu'il y avait cette délégation de pouvoir à faire cette consultation était à 100% reconnue. Maintenant, l'autre question qu'on se pose, c'est que pour pouvoir mettre de l'eau dans le moulin dans cette démarche-là, on a aujourd'hui complètement le secrétaire général du comité central qui recommence lui aussi des consultations. Donc il y a là, c'est une cacophonie qui montre que, est-ce que le président, comme on dit souvent dans le jargon cycliste, il cherche la bonne position pour accélérer. Et je pense qu'ils sont en train de se chercher. Ils se cherchent là dans la meilleure méthode. Parce que la démission du septentrion, ça les interroge. Et je pense, pour terminer, pour sortir par là, pour dire que sur les bases communautaires, tel qu'a toujours fonctionné le président, cette fois-là, ça coince un peu. Sur les bases communautaires, ça coince. Mais docteur Eboutou, là, on convoque l'historien que vous êtes. Est-ce que c'est surprenant? Parce que Hilaire l'a dit tout à l'heure, à la suite du ministre Tiroma, le chef de l'État ne nous rencontre pas. Est-ce que c'est surprenant dans la mesure où même un président français l'avait déclaré, il n'arrivait pas à voir le président Paul Biya au téléphone, c'est le président Paul Biya qui appelle, parce qu'on n'appelle pas le président Paul Biya, c'est lui qui appelle plutôt. Est-ce selon vous, une erreur de communication en parlant justement des différentes sorties des ministres camerounais ou alors un signal volontaire de brouiller les pistes? Non, pas la suite de Hubert. Je crois qu'on est davantage dans la frilosité. Une frilosité politique qui trahit le fait que pendant longtemps, le président était une caution garantie, n'est-ce pas? On pouvait lire ses actions de façon automatique. Parce que il y avait des garanties à la fois institutionnelles, il y avait des garanties politiques et des garanties sociales, communautaires, qui faisaient que automatiquement, sans se lancer dans une lecture arithmétique, on pouvait se dire, oui, le président, même en dormant, serait non seulement candidat, mais il gagnerait haut la main. Le contexte est un peu différent aujourd'hui. Qu'on ne néglige pas, et j'en ris quand je vois ce qui balaient d'un revers de la main les annonces des candidatures et les démissions des ministres Tiroma et Bello Bouba Maïgari. C'est des piliers du régime venant d'un certain espace communautaire qui ont accompagné le président à asseoir son système. N'oublions pas que Bello Bouba fait quand même partie des personnalités politiques qui ont sauvé ce régime dans les années 90. Je ne crois pas que si Bello Bouba avait pris une autre posture politique dans ces années-là, le régime aurait survécu. Donc, le président est parfaitement au courant de cette donnée-là. Et cette donnée-là est restée constante pendant longtemps, et le fait de prendre que ces acteurs politiques-là prennent le contre-pied du président aujourd'hui
en mettant un certain nombre d'arguments devant pour prétexter leur démission, vient mettre en mal ces équilibres-là qui étaient des garanties, qui étaient des cautions auprès de ces gens-là. C'est d'ailleurs pour cela que vous voyez qu'aujourd'hui, on commence à réinterroger les crédibilités des uns et des autres. C'est-à-dire que, il faudrait bien comprendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein même du Sérail, au sein même de l'appareil politique gouvernant, il y a des acteurs prééminents au plan politique qui n'arrivent plus, en fait, qui insupportent des ordres qui leur sont donnés par quelqu'un qui est moins gradé politiquement qu'eux. C'est-à-dire que si vous prenez le cas, moi je suis dans l'analyse, si vous prenez le cas du ministre d'État SGPR, qui conduit par exemple les concertations stratégiques aujourd'hui pour la candidature du président Paul Biya, n'est-ce pas? Il y en a des membres du gouvernement, et je ne vais pas les citer ici, mais tout le monde, en fait, ceux qui ont un peu le nez partout, connaissent ces gens-là, qui ont même déjà été reçus, certains qui ont même parlé à RFI, qui disent sous cap, très clairement, qu'il le fait en qualité de quoi et de qui? Il n'est ni membre du comité central, on ne sait même pas s'il est militant. De temps en temps, on le voit arborer un chapeau, de temps en temps une écharpe. Mais est-ce que c'est cela qui confère une certaine stature politique pour être gradé politiquement et leur parler du point de vue militant pour leur donner des consignes? Donc, ça leur insupporte, n'est-ce pas? Et ils commencent donc à s'agiter, à s'interroger et en arrivent même à commencer à se poser un certain nombre de questionnements quant à leur avenir politique. Et surtout que cela arrive à un moment où il y a justement des alliances qui leur ont permis d'asseoir ce système qui sont en train de s'effriter. Voyez-vous, c'est pour cela que je pense, et je suis d'accord avec Hilaire, qu'il y a une frilosité politique qui fait qu'aujourd'hui, si elle persiste, on risque d'avoir d'autres démissions en cascade, mais également non seulement des démissions en cascade, mais également un effritement institutionnel qui risque de continuer à la suite de ces postures différentes qu'on vient d'avoir entre ces deux membres du gouvernement. C'est-à-dire que l'un, effectivement, qui, comme l'a si bien expliqué Hilaire, qui s'exprime au nom de l'État, au nom du gouvernement, et l'autre qui arrive presque en cascade, en sapeur-pompier, pour dire non, voici ce que dit le parti. Mais je vous ai rappelé dans mon prologue tout à l'heure qu'au fort des itinéraires des deux, il est plus clair que si moi, il m'était donné de me prononcer de façon sentencieuse sur quelle posture je devrais m'accrocher pour fonder mon analyse en perspective à une éventuelle candidature du président, je m'appuierais sans hésiter sur la posture du ministre Sadi, qui lui a une trajectoire plus, je dirais, plus épaisse avec le président de la République que d'autres dont on connaît qui sont contestés dans leur propre région d'origine aujourd'hui, c'est clair. Surtout que le président Paul Biya lui-même n'a pas tranché, je serai candidat. Il a dit, vous le saurez le moment venu, si je rentre au village ou si je me représente. Nous sommes en année électorale et c'est une année particulière. C'est-à-dire, depuis quelques semaines, on voit des démissions en cascade dans le gouvernement. Donc il y a vraiment plus d'entente dans le gouvernement. Et il y a un côté qui pense que c'est une stratégie de manipulation pour diluer les voix de l'opposition au Cameroun. Et d'autres qui voient là réellement une opportunité de changement. Ceux qui fantasment, bien sûr, sont plutôt optimistes, surtout avec le discours de Issa Chiroma Bakary qui est plutôt assez dur. Donc tout porte à croire en tout cas qu'en octobre, on risque d'avoir quand même une année électorale un peu plus mouvementée que celle de 2018. Déjà que celle de 2018 était quand même mouvementée, avec l'avènement de, dans un premier temps, de Cabral Libye et de Maurice Kamto surtout. Mais cette fois, les démissions de Issa Chiroma, de Bello Bouba et les velléités de coalition qui sont en train de mûrir en back-office, les gens ont de l'espoir. Les gens ont de l'espoir que cette année soit une année électorale intéressante. Alors, est-ce que le changement au Cameroun, c'est pour cette année, ou alors le RDPC, comme d'habitude, va réussir à s'en sortir? Est-ce que le gouvernement en place va encore tirer son épingle du jeu? C'est ce qu'on aimerait savoir. Donc, en tout cas, on est dans une phase importante, une phase intéressante, et les élections deviennent passionnantes. Il faut vous intéresser à la politique, les gens. Et intéressez par la politique. C'est très passionnant, la politique. C'est dynamique, ça bouge. La politique, c'est comme le football, c'est comme le sport. C'est très dynamique. Voilà. Donc,
abonnez-vous pour ceux qui regardent mes vidéos pour la première fois. Et partagez au maximum pour que d'autres personnes puissent voir. Donc ici on parle de tous les sujets, politique, sport, culture, voilà, tous les sujets. Alors, parlons de la candidature de Jean Baïbek, candidat aux élections présidentielles au Cameroun. Alors, Jean Baïbek, c'est un intellectuel camerounais reconnu pour ses sorties tonitruantes sur les problèmes sociétaux, sur les débats publics, les sujets d'actualité. Il a son franc-parler, il n'a peur de personne, il n'a pas sa langue dans la poche. Alors, Jean Baïbek, c'est lui l'auteur de la fameuse phrase « Le hamburger, c'est quoi? Ce n'est pas la viande écrasée. Le ketchup, c'est quoi? Ce n'est pas la tomate écrasée. » Donc, c'est une interview qui a fait fureur fort sur les réseaux. Et c'est un personnage qui est non seulement apprécié par les grandes personnes, mais aussi par les jeunes. Mais il n'est pas qu'apprécié. Il est également controversé parce que là, sa façon à lui de s'exprimer sur les plateaux, ce qui peut paraître parfois très condescendant, parce que lui, on va dire, c'est un diplômé hors hiérarchie, ça fait partie des tout meilleurs. Voilà, c'est un médecin, chirurgien et tout, donc il a vraiment de la bouteille, voilà. Un enseignant qui prône l'excellence, et c'est bien de voir quand même des intellectuels de son rang, de son niveau, se présenter aux élections présidentielles. Mais est-ce qu'il a ses chances? Parce que le parti qu'il investit sera l'UPC, le parti historique, le parti là qui a réclamé l'indépendance du Cameroun, le parti d'un certain Oumniobé, le feu Oumniobé et tout. Donc ce sera intéressant de voir comment est-ce qu'il va faire sa campagne très bientôt, quel est son programme. Donc j'espère que vous allez regarder cette interview de la reine sur la chaîne privée Canal 2. Bon, chaîne de mes anciens collègues où j'ai travaillé et tout. Donc cette interview de Rodrigue Tonguet ainsi que tous les panélistes. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp, ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.